Bonjour à toutes et tous. Je tenais en premier lieu à vous remercier pour vos milliers de commentaires chaleureux sous ma dernière vidéo qui démontrent, s'il en était, que beaucoup de Français ont encore la fibre patriotique, ce dont je n'ai jamais douté, contrairement à ce que certains vendus essayent de vous faire croire, mais aussi beaucoup s'interrogent sur la conduite à tenir face à la situation catastrophique du pays. En effet, l'actualité est lourde et de fait, il est bien difficile de rester silencieux face à ce qui nous a été servi ces derniers jours et qui vient s'ajouter au reste de plus en plus indigeste. Je ne veux pas être trop long, donc je vais aller à l'essentiel puisque vous me demandez un avis plus détaillé. Je voudrais d'abord m'adresser à monsieur le chef d'état-major des armées. Mon général, j'ai écouté avec attention votre conférence de presse qui a heurté l'institution militaire et beaucoup de Français à bien des égards, jetant un discrédit à peut-être la dernière institution à laquelle les Français ont encore confiance. Et sauf le respect que je vous dois, je me permets de vous dire que vous avez fait une grossière erreur à vous prêter à cet exercice plus proche d'un discours politique que d'un compte-rendu de situation. De plus, vous avez rompu avec le droit de réserve auquel le Code de la Défense vous astreint, ce qui, bien que je ne sois pas juriste, me semble avoir créé une jurisprudence en la matière. Fidèle à l'exécutif qui ne cesse depuis des années d'user des outils d'ingénierie sociale en opérant un contrôle mental collectif, vous vous êtes fait son porte-parole en continuant d'utiliser un des leviers de cette ingénierie sociale qu'affectionne le pouvoir actuel, à savoir instiller la peur comme outil de domination, et quoi de plus effrayant que de voir le général qui occupe la plus haute fonction militaire en France venir en tenue devant les Français, désigner un ennemi fantôme et faire croire à une potentielle guerre à nos portes. Et ce, en pleine vacances d'été, où ceux qui le peuvent cherchent légitimement à s'extraire de ce climat nauséabond et délétère pour souffler un peu. On voit bien que le but recherché est de ne surtout pas laisser de répit et de préparer les esprits à une rentrée dont on devine bien les contours et la teneur de ce qui nous est préparé. Guerre, il y a, oui, mais ce n'est pas celle à laquelle vous voulez nous faire croire. Il n'y a pas de risque de guerre. La guerre est déjà chez nous et elle vient de l'intérieur. La propagande, le mensonge institutionnalisé, la désinformation, la manipulation de la vérité, le matraquage idéologique, la censure et bien d'autres outils sont à l'œuvre depuis longtemps qui malheureusement ont déjà produit leurs effets. Je dois vous avouer que je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes prêté à ce jeu sordide, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'histoire jugera, certains de vos pairs l'ont déjà fait. Ensuite, je voudrais revenir sur le pénible discours du Premier ministre concernant les mesures qu'il envisage de mettre en place pour récupérer quelques malheureux milliards censés nous sauver de la déconfiture financière. J'ai écouté avec attention, et sans surprise, il était à la hauteur de l'impéritie de ce gouvernement. Oser rejeter la faute sur les Français en leur disant qu'ils sont accros à la dépense publique, alors que les services publics sont en totale déshérence malgré une spoliation fiscale au record du travail des Français, et que dans le même temps, les dépenses de l'État ont augmenté de 94 milliards en 3 ans, sans parler de la gabegie abyssale notoire d'argent public, cela m'a paru être au firmament de l'hypocrisie, mais comment s'en étonner ? Au-delà du discours creux, long, pénible et totalement lunaire par les mesures proposées qui ne sont que des pansements sur une jambe de bois, j'y trouve, voyez-vous, une certaine positivité car il crée un tel sentiment de révolte et de rejet dans le pays qu'il a le mérite de réveiller de plus en plus de personnes qui prennent pleinement conscience de l'ampleur de l'escroquerie et du drame qui se joue. Tout cela me fait penser à l'expression métaphorique de la vallée des larmes qui décrit une période de grande souffrance et de crise profonde et qui passe par plusieurs étapes. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la décrire. D'abord, dans le versant descendant, c'est la sidération, le déni, la peur puis la colère et la résistance, avant de remonter le versant opposé vers le bon sens qui permet de définir une nouvelle approche avec une implication de nouvelles forces pour trouver des solutions. Eh bien, voyez-vous, certes, beaucoup sont encore dans la sidération, le déni et la colère, mais de plus en plus de citoyens commencent à remonter la pente de cette vallée des larmes en résistant, en se regroupant et en proposant des solutions auxquelles vous ne participerez pas. Comment le vouloir d'ailleurs, quand on voit à un moment où la France a son pronostic vital engagé, les membres des deux assemblées qui composent le Parlement français partis tout simplement en vacances jusqu'au 22 septembre. Eux qui sont, faut-il le rappeler, les obligés des Français et qui nous coûtent tout confondu la bagatelle de plus d'1 million d'euros chacun par an. Inutile de vous décrire quelle est l'image renvoyée et le sentiment du peuple de France face à tant de mépris et d'indifférence, alors que lui est sous pression et accablé par tous les maux de cette République, et qu'on voudrait maintenant de surcroît envoyer se faire hacher menu sur un front imaginaire pour servir les intérêts d'une hyperclasse de privilégiés. Dès lors,
il ne faudra pas s'étonner du rejet de la classe politique dans son ensemble, le peu de politiques animés par leur sens du devoir étant totalement occulté par le reste de cette soi-disant représentation nationale qui, au passage, ne représente qu'elle-même, en tout cas qui ne me représente pas, et sans vouloir m'avancer en leur nom, qui ne représente pas une majorité de Français. Mais voyez-vous, il y a toujours un petit côté ironique à l'histoire, et ce qui est intéressant dans votre petit entre-soi, c'est que vous êtes tellement persuadé que vous êtes éminemment supérieur au peuple, que vous faites une erreur stratégique fondamentale, une de plus. Celle de nous prendre pour des imbéciles incultes, incapables de réfléchir, de raisonner et de prendre des décisions, tout juste bons à mettre un bout de papier dans une urne tous les 5 ans, ou 6 ans, en fonction de l'élection. De fait, vous pensez que cela suffit à vous légitimer, alors que le peuple de France, désigné comme seul souverain à la Constitution, devrait pouvoir décider chaque jour de vos mandats, de ce qui est bon pour lui et pour la nation, et ainsi de vous juger en conséquence. D'ailleurs, le simulacre des 3 dernières élections qui a conclu à votre éviction et qui, miracle de la 5e, nous vaut de vous supporter encore et toujours, est très révélateur de votre considération de la vie des électeurs. Vous ne nous regardez pas et vous ne nous écoutez pas. Votre aveuglement idéologique européen et mondialiste vous empêche de voir les signaux d'alerte qui vous sont adressés depuis longtemps. Vous continuez, imperturbable, votre œuvre de destruction du pays que vous avez pris l'habitude de matraquer en pensant que ça n'aura pas de conséquences. Je suis au regret de vous dire que si vous aviez pris la peine d'écouter et de regarder avec attention ce que la France a à offrir, vous auriez compris que la productivité et la rentabilité à tout prix associées au « en même temps » ne sont pas les mamelles d'un peuple avec 1500 ans d'histoire. Le mur de la réalité avec l'effondrement total s'approche à grande vitesse et que croyez-vous qu'il va se passer? Si j'osais tenter une image métaphorique non empreinte d'agressivité, je dirais que vous devrez bientôt sentir le souffle chaud du peuple dans votre nuque. Nous ne sommes pas idiots, bien au contraire, et nous savons bien que l'objectif du chef de l'État, qui n'en a que le nom, face à la cacophonie parlementaire qu'il a lui-même organisée, et au regard d'un Premier ministre cacochime totalement dépassé, proposant un budget à la fois insoluble et inadoptable, cherchera à recourir à l'article 16 de la Constitution afin de s'octroyer les pleins pouvoirs pour gouverner seul par décret et probablement en spoliant ce qui reste des économies des Français au titre d'un effort de guerre indispensable, mais je vous le dis, vous allez avoir du mal. Nous avons aujourd'hui à la tête de l'État un personnage qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et comme il veut, sans se soucier le moins du monde du reste de la planète, et sans jamais évidemment en rendre compte. Les conditions de sa destitution le favorisant, qui relèvent d'une épreuve quasi insurmontable, compte tenu des obstacles institutionnels et des résistances internes. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans un cadre révolutionnaire, stipulait que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Cet article, comme d'autres, a été retiré dans la Constitution de la Ve République, mettant en avant des principes de légitimité démocratique et de respect de l'état de droit que sont le Conseil constitutionnel, les élections et les recours juridiques. Autant dire qu'aujourd'hui, ce fameux état de droit dont on nous rabat les oreilles constamment ressemble furieusement à l'Arlésienne et ne fait que les affaires de ce pouvoir rejeté de tous. Alors, que nous reste-t-il maintenant que les institutions sont totalement disqualifiées et que le risque d'une vraie guerre civile devient tangible, au vu notamment des troubles grandissants dans le pays et de l'insécurité qui n'est plus depuis longtemps qu'un sentiment? Le système électoral traditionnel, avec son fameux suffrage universel à 2 tours, celui qui permet même pas à la pluralité des opinions de s'exprimer, avec des débats inexistants et qui nous ramène inexorablement aux mêmes figures politiques. Mais comment imaginer un instant attendre de ceux qui ont créé les problèmes qu'ils les résolvent alors qu'ils les aggravent continuellement? Alors maintenant, vous allez me dire quelle est la solution. En l'état, j'en vois 3. La première, celle que beaucoup de Français réclament, serait que l'armée intervienne directement, mais malheureusement, ce serait tout simplement un renversement militaire du pouvoir, totalement illégal, qui irait à l'encontre des principes républicains inscrits dans la Constitution de 1958 et de nos intérêts. Je doute fortement d'ailleurs que les chefs militaires s'y risquent, et ce serait à mon sens contre-productif, mais ils ont malgré tout un rôle à jouer. La deuxième solution, qui est à mon sens la seule qui vaille, est de manifester globalement et légalement votre mécontentement, mais pas en occupant le terrain de façon sporadique et localisée, mais de façon massive et déterminée sur l'ensemble du territoire,
Alors je sais que beaucoup ont peur pour avoir expérimenté les méthodes violentes que le pouvoir n'hésite pas à utiliser pour étouffer les manifestations dans l'œuf, vu notamment lors des épisodes Gilets jaunes ou contre les agriculteurs. Bloquer l'économie en ne consommant plus pourrait être aussi une solution, mais c'est utopique dans une société de consommateurs compulsifs, constamment influencés par la publicité et la pression sociale. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Haïssez-vous vos enfants et vos petits-enfants au point de leur laisser le monde qu'ils nous concoctent? Ou êtes-vous prêt à les défendre et prendre des risques, même minimes, pour sortir de ce cauchemar et leur assurer avec fierté un monde meilleur? La question est simple, imparable, la réponse l'est tout autant, elle vous appartient et vous devez vous la poser en vous regardant dans la glace. N'attendez pas de sauveur, il n'y en a pas. Le sauveur, c'est chacun d'entre nous. Vous avez le choix. Acceptez-vous de vous soumettre et continuer à vous faire dépouiller et maltraiter avec morgue par une infime minorité qui ne vous veut que du mal, ou préférez-vous lui faire face pour récupérer votre souveraineté et le droit de choisir? Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que les militaires auraient éventuellement un rôle à jouer en protégeant légalement les citoyens. Il est à rappeler que les militaires ne servent pas un gouvernement mais la nation, ses citoyens et sa constitution. Ils doivent garantir la paix civile autant que possible et refuser les ordres de mise en danger illégitimes de la population. En aucun cas, ils ne doivent devenir la milice d'un pouvoir discrédité et conserver leur honneur militaire. En clair, l'armée ne bougera que si le peuple bouge en masse suffisante. Point. Vous noterez que je ne parle pas au nom de la gendarmerie ni de la police, n'ayant aucune légitimité pour le faire, mais dont les échos qui me parviennent vont, semble-t-il, dans le même sens. Il reste la troisième solution qui, si vous ne vous bougez pas au plus vite, va tendre vers un autre scénario lié à la crise économique gravissime à laquelle nous allons devoir faire face sous peu, à cause des décisions totalement irresponsables mais calculées des gouvernants actuels mais aussi des précédents. Ce scénario aurait des conséquences bien plus tragiques car il passerait probablement par une vraie guerre civile, ce que nous devons absolument éviter parce qu'au-delà des conséquences humaines et financières absolument dramatiques qu'elle entraînerait, elle ferait le jeu de ceux qui nous y amènent. Pourquoi croyez-vous que l'État cherche absolument à nous impliquer dans une guerre folle qui n'est pas la nôtre, si ce n'est pour cacher leurs forfaitures et leurs crimes, pour espérer s'en sortir sans accroc? Vous imaginez bien que ce ne sont pas eux qui iront se battre pour vous, et au passage, j'invite tous les va-t-en-guerre de tous bords, hommes comme femmes, à se rendre sur le front pour montrer l'exemple et faire honneur à leurs convictions défendues avec tant d'ardeur sur quelques plateaux télé, et tant que vous y êtes, amenez également vos progénitures avec vous, puisque vous sollicitez les nôtres pour y aller. Pour terminer, nous sommes parfaitement conscients que pour l'instant les gouvernants ont le pouvoir, l'argent et les forces de coercition à leur disposition. Mais le vent tourne. Ils oublient que ces forces sont usées et démotivées, et que lorsqu'elles rentrent chez elles et qu'elles posent leurs uniformes, elles sont soumises aux mêmes problématiques que la majorité du peuple qui s'exprime aujourd'hui. Se loger, s'habiller, nourrir sa famille, éduquer les enfants, etc. Le climat actuel est explosif, et lorsque le temps de la répression de masse viendra, car il viendra, je leur demande de bien prendre le temps de réfléchir pour savoir qui ils servent. Il y aurait tant de choses à dire, mais parler c'est bien, agir c'est mieux. Alors décidez si vous voulez parler ou si vous voulez agir, et de grâce, croyez en ce que vous voyez et pas en ce qu'on vous demande de voir. L'espoir ne se forge que dans l'action, et tout ce que je souhaite est que chacun fasse sa part, si petite soit-elle. Nous sommes le nombre, ils ne sont rien. Regroupez-vous localement, créez des petites communautés, mutualisez vos compétences, débattez et construisez un esprit collectif. L'isolement mène à la stagnation et je vous promets que replacer l'humain au centre ou au cœur des priorités est bien plus épanouissant et enrichissant qu'une quelconque gratification financière. Je suis désolé pour la longueur de mon propos qui se voulait court et bravo si vous avez tenu jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute et force à vous.